Tu peux continuer à appeler ce salon le village à l'Egaltech, il n'y a pas de souci. Bonjour et bienvenue dans l'actualité LegalTech et innovation juridique, programme que vous pouvez retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur la réunion annuelle en matière d'innovation juridique, le rendez-vous de la transformation du droit, avec les deux organisateurs de l'événement, le Village de la Justice avec Christophe Albert et Open Law avec Soumis Saint-Auguste. Nous allons parler un peu Covid, mais surtout webinar et village avec un S. C'est parti. Bonjour Soumis Saint-Auguste, bonjour Christophe Albert, merci de nous rejoindre. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Soumis, tu es présidente d'Open Law et responsable du lab prospective au sein du groupe Lefebvre-Sarrut. Christophe, tu es responsable du pôle numérique du premier site juridique français, le Village de la Justice, qui est une division du groupe Légitime. Alors le contexte actuel et immédiat, c'est ce deuxième confinement en France, comme un peu partout en Europe. C'est un défi sanitaire, sociétal, économique qui bouscule notamment les entreprises. Donc, première question de circonstance que j'ai envie de vous poser. Comment avez-vous pris en compte la pandémie dans vos activités respectives ? Comme toutes les entreprises et comme toutes les organisations, et moi la majorité, c'est qu'on est tous en télétravail. Et on mesure à quel point nos activités qui portent sur de l'organisation, sur des objets a priori abstraits, se transportent très facilement en ligne, à distance. Mais comme dans plein d'autres entreprises et d'autres organisations, on mesure aussi tout pareillement à quel point le lien humain manque particulièrement pendant cette période. Oui, chez nous, c'est tout à fait d'accord avec Soumi. Chez nous, comme on est avant tout, on édite des médias dans le village à justice que tu as cité. On a profité aussi de cette période-là pour essayer de s'intéresser à comment on pouvait aider nos visiteurs, nos clients. Donc, ça nous a amené à travailler pas mal en rédaction, en fonctionnalité, sur notre site et sur nos services, notre organisation, sur comment on pouvait aider les gens qui sont en télétravail, qui sont à distance. Donc, ça nous a amené à des défis assez intéressants, notamment sur la partie éditoriale et sur des idées de thématiques à développer. La pandémie et le confinement ont aussi eu une conséquence directe sur le salon, c'est évidemment son report. Il aurait dû se tenir ce jeudi et vendredi 19 et 20 novembre et il se tiendra finalement les 11 et 12 mars 2021. Alors, est-ce que cette actualité aura des conséquences sur cette 5e édition ? Il y aura des conséquences, oui, puisqu'on a plus de temps pour la préparer. Finalement, ça nous donne 3 ou 4 mois, c'est le côté positif, 3 ou 4 mois de plus pour préparer, pour avancer. Donc je pense que ça n'aura pas de conséquences négatives, ça aura plutôt des conséquences positives et peut-être que je pense que le salon sera encore plus riche. L'autre conséquence aussi, on en parlera un peu plus tard, c'est que du coup, on n'a pas simplement reporté, on a travaillé à participer à faire des conférences et des animations et des rencontres virtuelles qu'on n'aurait pas fait sinon. Donc on essaye de maintenir le lien et d'apporter du contenu riche et d'actualité. La bonne nouvelle, c'est qu'en attendant, vous nous avez préparé un cycle de webinars pour nous faire patienter jusqu'au mois de mars. Le premier étant sur la pseudonymisation des décisions de justice avec l'organisme Etalab et qui commence ce jeudi 19. Le 19 est une date symbolique puisque le salon devait justement commencer à cette date. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce premier événement ? Alors, c'est un premier événement qui a effectivement du sens pour ce programme de conférence virtuelle qu'on a mis en place dans l'urgence du report en mars 2021. Il nous importe parce qu'il porte sur une thématique d'innovation publique que du côté d'Open Law, on a accompagné de longue date, puisqu'il s'agit de l'open data judiciaire, l'open data des décisions de justice, enfin judiciaire et administratif en l'occurrence. Et il est aussi important parce qu'il s'inscrit dans la programmation du mois de l'innovation publique qui court depuis le 2 novembre et jusqu'au 30 novembre, et qui nous a permis de la référencer ainsi que les 2 conférences à venir de la semaine prochaine, dont on en parlera sans doute, à l'agenda de la DITP, la Direction interministérielle à la transformation publique, si bien que nous apparaissons dans le programme ambitieux et riche de toutes les conférences, tables rondes, ateliers organisés
par l'administration centrale et par les collectivités territoriales, mais aussi par des acteurs tiers, comme c'est le cas pour Village de la Justice et Open Law. Le salon maintenant, qui a réuni 3600 visiteurs l'année dernière, il y a plusieurs nouveautés. Déjà, on déménage au Palais des Congrès et on ne sera plus à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc une plus grande capacité. Mais l'évolution qui saute aux yeux, c'est évidemment le changement de nom. Adieu Village de la Legal Tech et bonjour Salon de la transformation du droit. Non, il reste clairement, en fait, depuis plusieurs années, on avait créé ce salon avec Open Law, ce salon qui s'appelait le Village à Legal Tech, et depuis plusieurs années, on s'interrogeait, on constatait nous-mêmes, peut-être déjà dès la 3e édition, en se disant, mais c'est restrictif, ça n'aborde pas l'ensemble du périmètre des sujets qu'on traite. On parlait déjà de legal design il y a 2 ans, par exemple. On parlait déjà d'innovation publique l'année dernière. La DILA était exposante à la première édition du salon. Donc, en réalité, il y avait plus de périmètre que le seul mot Legal Tech pouvait le laisser penser. Donc, on s'était dit qu'il fallait l'enrichir, il fallait le développer. Et surtout, puisqu'on a décidé cette année de changer ce nom-là pour coller avec le sujet de la transformation du droit. Quand on a décidé ça en février, on était un peu précurseur peut-être, ou hélas, mais évidemment que cette année, c'est une année de transformation pour beaucoup de métiers, dont ceux du droit. Alors, ce n'est pas juste le confinement, la pandémie, c'est une plus longue série que cela, mais évidemment, le vrai sujet, c'est la transformation à travers plusieurs axes. Donc, le village à Legal Tech reste, 5 noms, 5 villages qui sont thématiques et qui sont, on pense, plus identifiables par le public. Il ne faut pas oublier que Legal Tech peut faire peur à certaines personnes, notamment par exemple chez des avocats qui sont parfois hostiles à ce mot-là, qui leur rappellent des histoires de braconniers du droit d'il y a quelques années ou autres. Donc, voilà, l'idée, c'est d'aller plus proche finalement de ce dont on parle maintenant, c'est-à-dire qu'on dissocie le legal design de la legal tech, on dissocie la tech de la legal tech. Voilà. Il faut leur donner leur trajectoire. Et pour autant, on a aussi imaginé pour cette 5e édition de tracer des parcours transversaux d'un village à l'autre, parce que comme l'a évoqué Christophe, les préoccupations ou les démarches de legal design ou de formation étaient déjà présentes et très attractives pour les éditions précédentes. Donc là, on s'est dit qu'il y avait matière effectivement d'une part à dégager 5 fils rouges bien distincts, mais aussi à travailler à les tisser entre eux. Et ce sera d'ailleurs le cas déjà de certaines conférences en avance de phase entre décembre et janvier en ligne. Mais tu peux continuer à appeler ce salon le village à Legal Tech, il n'y a pas de souci. Le village de la Legal Tech se scinde donc en 5 villages: Legal Tech, Legal Design, Trajectoire professionnelle, RegTech et Innovation publique. Côté Legal Design, vous collaborez cette année avec le Lab Légal, qui est un collectif formé récemment et qui rassemble l'essentiel des acteurs du legal design francophone. On peut citer notamment Marie Potel d'Amourabi, Didier Quetel de Droit Quotidien, Stéphanie Marais-Batardière, Astrid Boyer de Billy Agency et Apolline Legal et Joachim Savin de Comme des Dragons. Et il y en a d'autres. Pouvez-vous revenir sur cette collaboration par laquelle les acteurs du salon en deviennent co-organisateurs ? Au tout début, Didier Quetel qui visite notre salon depuis quelques années, Stéphanie et Marie aussi, Marie Potel, ces gens-là étaient à notre salon les dernières années. Et en fait, on a parlé ensemble l'année dernière et il disait que voilà, il pensait que le moment était propice pour lancer un grand collectif francophone sur le legal design, donc ce qui est fait et qui s'appelle le Lab Légal. Et leur idée, c'était de faire un salon et ils nous interrogeaient sur la question de l'opportunité de faire un salon sur ce sujet-là. Évidemment, il m'a paru évident qu'il fallait le convaincre, qu'il ne fallait pas le faire tout seul, puisque le legal design s'intègre dans une notion de transformation, est lié à la legal tech, à la RegTech, à plein de choses. Donc, on a tout naturellement décidé de le faire ensemble pour qu'on n'isole pas chacune des thématiques de la transformation comme étant autonome et complètement à part. En fait, tout est lié. Donc, ça avait vraiment du sens, je pense, pour eux et pour nous de faire ça en commun. Je ne sais pas ce que Soumi. Rien à ajouter, sinon que ça s'est très bien enclenché, que nous aurons donc dans le programme d'attente en ligne 2 conférences animées par des membres du Lab Légal et qu'il y a une belle variété en fait des propositions et puis des profils aussi des acteurs de ce collectif qui rendent bien compte de la diversité en fait des approches possibles.
Et lors du salon, ils ont prévu un programme d'ateliers vraiment passionnant, très très concret, pratique, pour que les directions juridiques, les avocats et tous les métiers du droit, les acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi, enfin plein de gens puissent venir s'emparer du legal design et le pratiquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien qu'on a co-construit, c'est-à-dire faire des ateliers de création sur place, ce sera vraiment très intéressant. Il y aura aussi plusieurs événements et remises de prix qui seront attendus. On peut citer notamment le prix OpenTest porté par Jean Gano. Il y aura aussi le prix Technodroit 92 de Bruno Défunt et Stéphane Baller. Alors, à quoi d'autre pouvons-nous nous attendre lors du salon ? Je crois qu'on a prouvé en 4 éditions précédentes qu'on pouvait accueillir du monde. 3600 personnes sur ces thèmes-là, c'est pas mal, hein, ça en fait quand même le deuxième salon dans le monde du droit, le premier étant la Convention nationale des avocats qui a lieu tous les 3 ans. Donc ça prouve qu'on réunit du monde, qu'on crée une dynamique, que les gens trouvent richesse et contact sur place. Donc c'est vrai qu'on a donné envie à d'autres événements de nous rejoindre, et ça c'est très bien puisque ça fait une complémentarité. Et Technodroit, c'était assez naturel puisqu'il s'agit notamment de faire pitcher des jeunes devant des professionnels. Et nous, on s'intéresse beaucoup au fait de faire venir les jeunes sur le salon, puisque c'est quand même l'avenir de ces professions-là. C'est eux qui participent à la transformation, et puis c'est aussi eux qui bousculent un peu les anciens. Donc c'est intéressant que les anciens puissent venir écouter ce que font les jeunes. Je pense que c'était une des motivations de l'équipe de Technodroit. Et dans la même logique d'affiliation, on a un autre événement invité qui était précédemment le Paris RegTech Forum qu'Openlaw organise avec le Cercle Montesquieu et qui naturellement a rejoint la programmation du rendez-vous des transformations du droit. Donc voilà, tout pareillement, il y aura une conférence en amont, probablement en janvier-février, et la programmation sur une journée du rendez-vous en mars avec le Cercle Montesquieu. Plein d'autres, on ne va pas tous les citer, mais il y a un collectif qui se monte en ce moment qui s'appelle Women in Legal Tech qui nous rejoint, un autre collectif qui travaille sur la coopération dans le monde des avocats qui nous rejoint aussi. Voilà, vraiment tout ce qui peut s'articuler sur la transformation a du sens, et en fait il va y avoir plein de petits satellites dans ce village, ça va être très riche. Il y a une certaine continuité dans les exposants. On en retrouve beaucoup qui étaient là l'année dernière et les années précédentes. Ça dénote d'une part d'une certaine continuité dans cet écosystème LegalTech et d'autre part d'une certaine fidélité au salon. Christophe Soumy, quelle est la recette de cette fidélité ? Non, la recette, écoute, c'est qu'on fait quelque chose qui nous paraît passionnant et qu'on aime faire, et je pense que ça fait venir des visiteurs et ça fait venir des exposants, ça crée des rencontres qui sont riches et qui se produisent souvent pas ailleurs, donc les gens sont plutôt contents. Je pense aussi, sans vouloir faire un peu de gloriole, mais je pense aussi que ça s'est quand même imposé comme le premier salon sur cette thématique-là en France, et que du coup, c'est un peu devenu un incontournable. Donc c'est vrai qu'on a un peu toujours les mêmes. Bon, il n'y a pas tant de nouveaux qui arrivent. C'est vrai qu'on a un peu toujours les mêmes du coup, mais il y a quand même un renouvellement. Par exemple, cette année, on a pas mal de petites startups qui commencent à émerger et qui essayent de se donner de la visibilité. Et il y en aura d'autres, puisque dans les 4 mois qui arrivent, il y a encore pas mal de choses à confirmer. Le Palais des Congrès nous donne plus de place, comme tu l'as dit, que l'année dernière. Donc, on va pouvoir accueillir notamment des petites startups et des petites legal tech. Il y en a quand même pas mal qui s'intéressent sur des sujets presque connexes, mais qui ne le sont pas vraiment, comme la cybersécurité, comme effectivement la façon de collaborer, la formation, les formations en ligne, sur plein de sujets qu'on n'avait pas forcément les années passées. Et des gens arrivent en disant, voilà, il faut qu'on s'inscrive dans cette recette de transformation. Et pour compléter la réponse de Christophe à propos de cette fidélité, je pense qu'on arrive effectivement à apporter la preuve de ce que brasser justement ces différentes thématiques, ces différentes approches, ces différents profils est source de richesse et d'inspiration. Ce pourquoi les exposants comme les sponsors et les visiteurs reviennent d'une année sur l'autre. Cette interview touche à sa fin. Vous trouverez plus d'infos sur les webinars et sur la 5e édition du salon avec les liens dans la description du post. Soumy Saint-Auguste et Christophe Albert, merci. Merci. Merci de votre attention. Portez-vous bien et à très vite pour d'autres actualités Legal Tech et innovation juridique en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify.